Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de Monique Vaught, commissaire générale, et de toute l'équipe de francophonie du Festival francophone en France. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos locaux, ici au Centre de conférences internationales, à l'occasion de la journée bilan et perspective de l'opération Santé moins % école, organisée par l'association Parole d'hommes et de femmes. Le titre de cette journée, la francophonie, source d'action éducative, rappelle que la francophonie, bien au-delà des dimensions linguistiques et institutionnelles dans lesquelles elle est parfois circonscrite, intègre également les dimensions culturelles et éducatives trop souvent occultées. C'est à une meilleure connaissance de l'espace francophone et des nombreuses cultures qui la composent, ainsi qu'à la mise en valeur de ces dimensions culturelles et éducatives que travaille le Festival Francophonie pendant cette année 2006. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'avec une multitude de structures culturelles et éducatives, le Festival Francophonie a proposé et proposera encore jusqu'à sa clôture le 9 octobre de nombreuses manifestations à destination des publics scolaires ou universitaires. Rencontres avec des écrivains francophones du 16 mars au 9 avril au Salon du Livre et lors du Tour de France des écrivains, et dont certains ont été accueillis dans quelques établissements partenaires de l'opération Santé moins % école, mais également colloques, spectacles jeunes publics, sans oublier des débats spécialisés destinés aux professionnels de l'éducation, consacrés aux aspects pédagogiques et aux enjeux éducatifs de la francophonie. Donc cet après-midi, vous allez voir des professeurs, un certain nombre de professeurs, je pense qu'ils sont presque tous là, des témoins qui vont venir raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu, des partenaires et des élèves. Donc nous allons commencer en fait avec le lycée de Damary. Je les avais, ils étaient un petit peu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé à Damary? Et donc j'ai demandé à la professeure de venir, Magali Belzin, et aux élèves après, vous pouvez venir écouter, parce que vous aussi vous allez raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas, à quoi ça sert. Je vais vous demander pourquoi, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet et pourquoi vous avez voulu qu'il soit effectif dans votre établissement. Alors d'abord, nous les chefs d'établissement, nous ne sommes que des passeurs d'informations. Et la personne qui a été intéressée, c'est Magali Baeza, l'enseignante qui a porté, mené, conduit le projet. Mais je crois que la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés, elle et moi, et toutes les personnes qui sont intéressées à ce projet dans le lycée, c'est parce que justement nous sommes un lycée dans lequel il y a une très grande diversité, avec des histoires familiales, culturelles extrêmement riches, historiques, culturelles extrêmement riches, et parce que nous savons très bien qu'il n'est pas toujours facile pour les familles de transmettre cet héritage culturel. Et pourtant, il est extrêmement important pour nos jeunes de savoir exactement d'où ils viennent, de savoir exactement la richesse et la diversité de ce que leurs familles ont fait pour construire notre pays. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a vécu cette magnifique expérience. Je dois dire que j'ai été moi-même très touchée de ce que j'ai entendu et je remercie Mme Baeza et les élèves dont nous n'avons ici qu'une toute petite délégation parce qu'ils sont en stage. Donc ceux-ci ont dû quitter leur stage pour venir pour la qualité du travail accompli. Bonjour à tous. Comment intégrer le projet? C'est par rapport bien sûr à une motivation, j'allais dire, égoïstement la mienne. Et puis c'est surtout créer, j'allais dire, des séquences, des cours autour du projet. Donc toute la première partie de l'année a été fixée sur une première séquence qui était donc ce témoin sans école. Nous avons fait ensemble pas mal de travaux suite aux interventions. Ça a été des comptes rendus, des biographies. Les élèves ont chacun choisi un membre de leur famille ou un ami et ils ont raconté leur histoire. Donc c'était aussi une démarche par rapport à ce que vous êtes venus leur apporter. Et puis ensuite, nous sommes allés un peu plus loin en étudiant un petit peu les auteurs francophones, de littérature donc française, notamment du continent africain. Et donc voilà, on a essayé de créer travaux, rencontres, échanges sur les heures de cours. Donc c'est vrai que à ce point de vue, on était un peu coincés parce que 2 heures le lundi matin, c'était quand même très difficile à chaque fois de pouvoir se restreindre à ces 2 pauvres petites heures, mais en même temps c'était très riche. Et quel cours aussi? Parce que vous n'avez pas encore dit votre métier. Ah pardon, excusez-moi, oui, donc j'enseigne le français, l'histoire et la géographie, mais pour cette classe particulièrement le français. Donc voilà, les cours étaient axés en français. Donc vous avez eu 2 témoins de 2 continents différents. Oui. Donc Madame Novakovska
et M. Chaouch, donc ils viendront après raconter un petit peu comment ça s'est passé pour chacun et chacune. Alors, par rapport aux interventions de Mme Novakovska et M. Chaouch, j'ai pu connaître la classe différemment, puisque c'est quand même une classe de garçons, 24 garçons. Donc, ce ne sont pas des filles, ils papotent beaucoup, donc il a fallu quand même faire un peu preuve de sérieux. Ceci dit, à chaque intervention, ils ont été, j'allais dire, très attentifs, très réceptifs dans l'ensemble, et on a senti aussi qu'avec certains élèves, dont plusieurs qui sont présents ici, il y a eu vraiment un échange, un contact humain très très important, très riche, qui vaut, j'allais dire, tous les cours du monde. Alors les élèves vont peut-être raconter un petit peu. Avec plaisir, je vais passer le micro, ils ont un petit peu parlé quelque chose. Vous avez réellement travaillé, vous avez produit des écrits, c'est très intéressant. Comment vous avez vécu ça, les uns et les autres? Bien. Avec les intervenants quand ils venaient, c'était bien parce qu'on pouvait bien communiquer avec eux. Ils nous expliquaient des choses qu'on ne voyait pas trop en cours. Quand, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, avec Mme Novakovska, elle nous a raconté sa vie là-bas, ce qui s'est passé. Et nous, quand on apprend ça à l'école, on ne voit pas la même chose que ça. Ce qu'elle a vécu, on ne savait pas du tout. Et elle nous l'a bien raconté. Après, avec M. Chaouch, on a su comment ça se passait en Algérie pendant la guerre. Et on a vraiment appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur les cultures, sur la Pologne, l'Algérie, tout ça. Donc voilà, c'est des trucs de la vie qu'on ne savait pas avant, comme quoi avant c'était difficile et que maintenant c'est un peu plus facile pour nous, mais qu'il faut... voilà. Et je voulais remercier les intervenants d'être venus dans notre classe pour nous raconter leur vie parce que c'est difficile quand même. Et voilà, bah, merci à M. Chaouch, Mme Novakovska, M. Pro, M. Bell, je sais pas, il n'est pas ici, non? Mais, tu as fait ton autoportrait, qui je trouve très beau. Est-ce que tu as envie de le lire? Je me présente, je m'appelle Paul Adjaï. Je suis né le 29 septembre 1988 à Colombe. Je suis d'origine capverdienne. Je suis métisse, j'ai les yeux marrons comme des noisettes avec des cils longs comme des branches d'arbres. Mes cheveux sont frisés et sont souvent comparés à un mouton. Non mais ne t'arrête pas, surtout, il est très joli. Moi je trouve son texte très poétique. Je trouve très bon son texte. Lis-le directement. Mes oreilles sont taillées comme celles d'un elfe. Mes sourcils sont énormes comme des limaces. J'ai de grosses narines comme un taureau et j'ai des lèvres de bambou. Il est très beau son texte. Enfin, pour finir, mon visage a la forme d'un citron long. Mes bras sont longs et fins comme des baguettes. Mes pectoraux sont plats comme une planche à pain. Mes abdominaux ressemblent à une tablette de chocolat où il manquerait des barres. Mes cuisses sont musclées, mais ne vont pas avec mes petits mollets. Je chausse du 44 et mes jambes sont grandes, ressemblant à une canne à pêche. Voici la description physique de mes 1m83 et de mes 70 kg. Joy Paula. Merci, moi je trouve ton texte très bien. Tu peux lire l'autre. Je suis malien, j'ai une tête plutôt ronde, chauve, j'ai des cheveux noirs et des yeux marrons avec de petites oreilles et un petit nez. J'ai de grosses lèvres et de grosses joues avec un joli menton. Je n'ai pas un long cou et je suis assez large des épaules, un peu carré. J'ai de longs bras musclés et de longs doigts. J'ai un torse musclé et un joli ventre. J'ai de grands pieds, je suis grand de taille, je mesure 1m85 pour un poids de 90 kg. Sako Issa. Donc ça, c'est un travail personnel. Mais vous avez écrit, comme à chaque fois, ils écrivent aux témoins. Donc il y a des lettres qu'on remettra aux témoins. Et j'en ai trouvé certaines très, très émouvantes que vous avez écrites aux deux témoins. Je ne vais pas les lire là, on les donnera aux témoins, parce qu'il y aura d'autres lettres par établissement de toute façon. Et je vais demander aux deux témoins de venir et de raconter. Madame Novakovska, vous pourrez venir en second parce que vous êtes venue intervenir dans 2 établissements et le deuxième arrive après. Mais Monsieur Chaouch n'est pas là, il est en Algérie, mais sa fille est là, on se souvient. Donc, prenez un petit peu le micro. Et qu'est-ce qui s'est passé pour votre père? Quelles ont été les craintes au départ? Et qu'est-ce qu'il en retire maintenant? Alors, bonjour à toutes et à tous.
Donc mon père s'excuse effectivement, il est à la retraite que depuis 1 an et il en profite pour partir en dehors des périodes traditionnelles avec ses enfants. Je l'ai eu au téléphone justement par rapport à cette intervention. Il m'a dit de remercier déjà les élèves, qu'il avait beaucoup aimé l'échange qu'il y a eu entre vous. Il appréhendait beaucoup. Il appréhendait parce qu'il ne voyait pas pour lui l'intérêt d'intervenir dans une classe, qu'aujourd'hui la vie en société est différente. Raconter ce qu'il avait vécu à son arrivée et son passé, il ne voyait pas, il voyait pas en quoi ça pouvait accrocher les élèves et ça pouvait les intéresser, si ça pouvait les intéresser. Il pensait qu'il y avait vraiment un décalage avec les jeunes d'aujourd'hui, entre guillemets, et ce qu'il a vécu. Et en fait, au fur et à mesure, d'ailleurs, dès la première intervention, après, donc on a échangé dessus, entre nous, et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, qu'au départ, effectivement, il appréhendait, mais que finalement, ça s'était très bien passé, qu'il a pu échanger librement avec vous, et que ça s'est... il s'est senti à l'aise avec vous relativement rapidement. Mais est-ce qu'il serait prêt à commencer? Ah oui, oui. Parce que j'ai trouvé en lui un excellent témoin, parce qu'il avait la sincérité, il avait l'amour des jeunes, parce qu'il l'a fait pour vous, comme tous les témoins qui sont ici. Ils ne le font pas pour eux, ils le font pour vous, ils le font pour les jeunes qui sont partout dans cette salle. Et il devrait recommencer. Non, c'est vrai qu'après, quand il s'est lancé, puis qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'animosité, c'est pas de l'animosité, mais qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas d'écart sur l'échange entre eux, il a pu discuter et dialoguer avec eux relativement rapidement. Donc après, il s'est senti tout de suite à l'aise. Il les a considérés entre guillemets un peu comme ses enfants, et il a dit les choses comme il le sentait et comme ça venait. Oui, aujourd'hui, après en avoir discuté avec vous, avec les élèves justement, après ce qu'il a vécu, effectivement, il voit ça d'un autre œil, et le fait justement d'avoir pu en discuter et relater un petit peu les difficultés qu'il avait vécues au départ et qui peuvent peut-être permettre aux jeunes d'appréhender les choses différemment aujourd'hui et leur vécu, et peut-être relativiser leur vie actuelle, remettre un petit peu les choses dans leur juste contexte et voir un petit peu la chance qu'ils ont, par rapport à ce qu'il a vécu lui, hein, parce que débarquer comme ça, sans avoir personne vers qui se tourner, sans avoir un appui, puisque nous aujourd'hui on les a eux derrière nous, mais quand il est arrivé il était relativement jeune et il n'avait aucun soutien, c'était vraiment la découverte la plus totale. Je pense qu'il vous l'a dit ça. Oui, il leur a bien expliqué quand il leur a dit à la fin: je ne sais pas lire aujourd'hui, je ne sais pas écrire, mais je suis en train d'apprendre le français, donc vous avez la chance de le faire. Ouais. Donc continuez. Ah oui, comme Madame Nowakowska leur a dit à la fin: battez-vous pour vos droits. Elle s'est battue pour Solidarność, elle leur a dit. Ah oui, c'est important, tous ces messages. Tous ces messages sont importants. Il a dû expliquer son engagement aussi, l'engagement qu'il a eu au sein de son entreprise. Oui. Hein, donc il faut effectivement ne pas hésiter à s'investir. Et c'est comme ça qu'on se fait sa place, c'est comme ça qu'on avance dans la vie et qu'on peut être bien dans ses bottes et dans ses baskets. Au Mont, vous vous demandez où c'est certainement? Bonjour, donc moi je suis Madame Deplay du LPA de Mont, donc à lycée professionnel agricole. Donc je suis enseignante en éducation socioculturelle, c'est une matière spécifique et donc c'est l'ouverture culturelle et l'ouverture au monde. Donc à l'origine, je travaillais aussi sur le concept intergénérationnel du devoir de mémoire et par rapport à ça, je me suis greffée sur différentes choses et je me suis greffée sur le concept de migration. Et donc là, par hasard, j'ai rencontré sur le net Monsieur Pro, et donc là, un grand projet est né, puisque Monsieur Pro, donc on a commencé à travailler ensemble, 2 intervenants sont arrivés, donc on avait fait de très très belles choses, et par la suite, les élèves ont monté un projet spécifique, un projet européen jeunesse, d'où nous partirons en Tunisie puis en Pologne. Voilà, avec Madame Nowakowska. Quelle est la spécificité de votre matière? Excusez-moi de... Alors la spécificité, c'est donc cette ouverture culturelle, c'est un peu cette sociologie, et puis, comment dire, cet amour de l'humanité, donner un peu d'amour. Voilà, c'est ça la spécificité de la matière. Vous savez, au début, j'étais vraiment
possession de... Parce que, avant tout, que je parle mal français. Bon, j'ai tombé en France, je me trouvais en France quand j'avais 50 ans. Vous savez, à cet âge, on n'apprend pas très facilement un nouveau langue, surtout que le français, c'est une langue très, très difficile pour nous les Slaves. Mais à la fin, ça s'est passé tellement bien. Il y avait des moments vraiment très, très, très émouvants. La première rencontre, c'était à Créteil. L'année dernière. Oui, oui, c'était vraiment... il y avait beaucoup d'élèves, je ne sais pas combien, mais 30. Mais il était tellement gentil, correct. Je ne peux pas vous dire, pendant 2 heures ou 3 heures, quand on en parlait, discutait, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, personne n'essayait pas de sortir, de faire des petits ou quoi. Je ne sais pas, ils m'ont posé des questions, on s'est intéressé. Vous savez, je ne suis pas héroïne. Quand la guerre a éclaté en 1939, j'avais à peine 7 ans. Enfin, je n'étais pas une héroïne de la guerre, c'est vrai que je l'ai vécue. C'était une guerre tragique et tout restait dans ma tête, les images, surtout Varsovie. Je suis née à Varsovie et j'ai vécu aussi l'insurrection de Varsovie après déportation et tout ça. Enfin, j'ai raconté tout ça et après, justement, je vais vous dire, cette guerre nous a privés, nous a détruit notre enfance, mon enfance surtout, et ma jeunesse. Mais j'ai chance de vécu aussi naissance et la victoire de Solidarność. À cette époque, j'habitais à Gdańsk et je me joins avec les chantiers navals, même que je ne travaillais pas au chantier naval, j'enseignais à l'école. Mais quand j'ai appris que les ouvriers luttent pour la liberté, pour la démocratie, j'étais tout de suite avec eux et on s'est inscrit quelques collègues de l'école, mes collègues, nous avons fait une lettre et on est devenu membres du comité de grève du chantier naval de Gdańsk. Et après, tout ce qui s'est passé, c'était super, tout s'est passé vite, très vite. Voilà. Et avec les élèves, ils étaient intéressés par toutes ces choses qu'ils n'ont pas vécues. Et ça provoquait, eux, les élèves, des pensées à leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre ici en France au moins. Mais chacun a des petits bas et hauts et bas dans leur vie, des petits problèmes. C'est ça qui provoque les élèves, les jeunes, de penser à leur vie, à la vie de leurs parents, leurs grands-parents. Et c'est un grand remerciement que je vais vous dire, parce que vraiment c'est grâce à vous. Vous avez une idée géniale de rencontrer les gens de différentes générations avec les élèves. Et après, j'ai reçu plusieurs lettres, quelles lettres émouvantes, les dessins. Entre autres, par exemple, une jeune fille du lycée de Créteil, elle m'avait écrit, vous savez, la fille blonde à côté droit qui était, quand vous étiez chez nous, c'est moi, Daria. Je suis d'origine polonaise, mais je n'osais pas vous parler parce que je parle mal polonais. Voilà. Je garde toujours toutes ces lettres que Frédéric nous a données. Et à Aumont, justement, il y avait des élèves d'origine polonaise. Et vous avez... Ah oui, là, oui. Et quand nous avons déjeuné le midi, nous sommes allés avec les élèves, nous sommes retrouvés dans la même. Et il y a une élève qui vous a dit qu'elle était d'origine polonaise. Et vous, vous aviez un livre dans la main. La première chose que vous avez fait, vous lui avez donné. Vous lui avez donné. Oui, mais je pense qu'elle a été émue et je pense qu'elle peut le dire elle-même. Oui, j'ai été très émue parce que, très émue par ce geste parce que j'ai des origines polonaises. Je sais que ça vient de mes grands-parents, mon grand-père paternel principalement. Et
c'est vrai que... enfin, moi, ça m'a énormément émue. C'est vrai parce que c'est important de savoir beaucoup de choses, de remplir la tête de science, de tout. Mais il faut réveiller le cœur pour être vraiment... Pour l'humanité, c'est le cœur qui est le plus important. Et ces rencontres provoquaient des échanges, quelquefois inattendus, mais toujours très, très, très émouvants. Et il y a un travail sur les origines que vous avez fait, vous allez donner un peu votre sentiment, mais j'ai une question à poser à quelqu'un. Il est tout seul comme garçon dans la classe. Et quand on a commencé en début d'année, tout le monde s'est présenté, et toi tu m'as dit « j'ai pas d'origine ». Je suis Picard, j'ai pas d'origine. Est-ce que tu le penses toujours? Bah non, maintenant qu'on a travaillé sur ce projet, je pense que tout le monde a des origines, parce que même si on ne connaît pas nos arrière-grands-parents, tout ça, on ne sait pas la vie qu'ils ont eu derrière, donc comme on dit, on est tous fils de migrants, donc si, on a tous des origines. Donc voilà la réponse aujourd'hui. Voilà la réponse aujourd'hui, après 7 mois de travail. Vous êtes dans un projet d'échange, d'aller vers d'autres personnes. Vous allez en Tunisie. Dans quel cadre? On devait partir en Tunisie il y a une semaine et ça a été reporté au mois de septembre pour en fait on trouve qu'il y a beaucoup de racisme et en fait on veut j'arrive pas trop à trouver mes mots. En fait on voudrait aller vers les gens, que des gens que n'importe qui de différentes couleurs, aller vers eux, qu'il y en a, ils les repoussent quoi. On est là contre l'exclusion sociale, aller vers eux, aller apprendre à les connaître, apprendre leur culture, parce qu'on peut apprendre aussi beaucoup de choses sur des gens qui n'ont pas du tout les mêmes origines que nous. Donc en fait, on voulait partir en Tunisie, et en fait, on voulait interviewer des gens là-bas, comment ils vivent là-bas, comparé à nous en France, parler de leur culture, qu'est-ce qu'ils pensent de la France, et en fait, après, on aurait voulu écrire un livre contre cette exclusion sociale. Vous avez écrit chacune et chacun votre biographie, mais il vous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais après la Tunisie, c'est la Pologne. Pourquoi la Pologne? Puisqu'on a rencontré Madame Nowakowska et qu'on a beaucoup de filles de notre classe qui ont des origines polonaises. Et on voulait aussi rencontrer les Polonais pour apporter la même chose. Qu'est-ce que vous retirez du projet depuis le départ? Est-ce que vous avez créé un groupe? Vous êtes donné un nom à votre groupe? Oui, dans notre groupe s'appelle les humanistes. Et pourquoi? Justement pour ça, pour aider, comment expliquer, pour aider les gens à apprendre à les connaître sans forcément juger tout de suite selon les apparences. Donc c'est pour ça les humanistes. Et, on a appris déjà à connaître donc Madame Nowakowska. Son histoire, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur sa vie, comment elle vivait dans son pays. Et par rapport à Malek aussi qui n'est pas là, elle nous a appris, notamment en Tunisie, comment ça se passe. Parce que ça se passe pas forcément pareil que chez nous. Vous êtes allé présenter le projet à la région Picardie. Quand et pourquoi? Donc c'est vrai que notre projet, déjà on a un but, c'est parce qu'on va aller en Tunisie faire des mini-reportages, parce que déjà suite à l'intervention de Mme Nowakowska, on s'est aperçu qu'on pouvait raconter son histoire difficilement, et nous on voudrait prendre un peu la place de Monsieur Pro, c'est-à-dire on va aller en Tunisie, faire des reportages, et justement les ramener ici aux personnes, c'est-à-dire toute association, dans les lycéens picards, et pour tout le public. C'est-à-dire pour faire comprendre aux jeunes, quand on croise une personne de couleurs différentes dans la rue, il ne faut justement pas la bousculer, mais chercher son vécu et son savoir-vivre. C'est-à-dire par exemple quand on écoute une musique, on ne regarde pas la personne derrière, on aime bien la musique, voilà, on laisse la musique. Donc ça revient pareil, quand on croise une personne dans la rue, il ne faut pas la bousculer seulement parce qu'on la voit en face. Et donc quand on va ramener ici les reportages, on voudrait les ramener, déjà on voudrait écrire un livre avec Monsieur Pro sur donc les biographies. Et on voudrait mettre sous forme d'exposition et pourquoi pas faire un film qui serait diffusé par Arte. Donc on a été présenté aussi notre projet sur Amiens, donc tout d'abord pour notre projet PEJ pour avoir des subventions et c'est pour ça qu'on voudrait continuer avec la Pologne aussi pour faire des interventions. Donc voilà. Ok, mais les associations polonaises sont présentes
souci, s'ils veulent parler, on est là. On ne fera pas que la Pologne, on fera toujours la Pologne avec un autre continent, pour qu'il y ait une double découverte. Je vous remercie beaucoup. Madame Dervilliers, proviseure adjointe. Oui, non, juste quelques mots déjà pour vous saluer, vous dire bonjour. Bon, le lycée André Malraux à Montreux qui s'est investi cette année dans le projet. Simplement quelques mots, c'est un projet qui a mobilisé des classes du lycée professionnel et l'année prochaine, nous espérons bien l'étendre au collège du district, de manière à créer une dynamique locale sur les problématiques de migration et de différences culturelles et permettre à nos lycéens de partager des choses fortes ensemble, comme ils ont commencé cette année. Il y a deux témoins qui sont ici, qui viendront, M. Tagne et M. Amri. Je vais laisser Mme Beaugrand présenter toute la démarche pédagogique. Bon, alors tu commences pendant mon sommeil, avant ou après, ou pendant, je ne sais plus. Et je me suis dit, tiens, une séquence sur la francophonie, ce serait drôlement bien. Et puis un jour, Mme Dervilliers, dans son bureau, me dit, tiens, 100 témoins pour 100 écoles, j'ai entendu parler d'un monsieur, écrivain public, oh, mais je prends. Et les élèves ont pris avec moi. Alors ça s'est limité au départ à une classe de seconde d'industrie graphique. Et puis est venue s'ajouter une classe de communication graphique. Et puis ça a grossi. Et puis finalement, c'est le lycée qui s'y est mis. Et on a fait une exposition. Et ça, c'était quelque chose de formidable parce que chacun a amené un petit caillou, une petite pierre à l'édifice. Et puis l'année prochaine, on espère qu'on va faire plus grand. Comme l'a dit notre proviseur, eh bien, il y a déjà plusieurs établissements qui vont concourir avec nous. Et en fait, ça a été de grands moments. Et de grands moments de silence, parce que c'est pas toujours silencieux dans la classe de seconde. Et là, c'était des élèves qui étaient là devant les orateurs. Soit M. Tang, soit on l'appelle Mohamed, c'est notre Mohamed. Parce que finalement, M. Amri, on ne connaît plus. On a effacé. Et il n'y avait plus de distance. Les élèves étaient là, le regarder, s'avancer comme s'ils allaient le dévorer l'un après l'autre. Et on a essayé de faire le bilan. Alors je leur ai dit, bon, on va essayer de faire une petite lettre à chacun. Et ils m'ont dit, bah non, parce que finalement, on va faire quelque chose en commun. Alors ce quelque chose en commun, ça tient sur 2 pages. Alors peut-être que je ne vais pas les lire, parce que c'est peut-être un peu long. Vous pouvez lire des extraits. C'est le message, j'ai beaucoup d'émotions. C'est le message de mes élèves qui ne sont pas là pour des raisons, on va dire, scolaires et personnelles. Alors nous voici à l'heure du bilan, nous réfléchissons sur les points forts de ce qui fut notre vie scolaire. Le plus fort reste sans contestation donc l'arrivée de Frédéric Pro dans notre univers. Il est maintenant des nôtres. Avec l'histoire de sa vie, son parcours, il nous a donné une direction. Bah oui, parce que Frédéric, ça n'a pas été tout simple là non plus pour vous. Hein? Bon, vous avez raconté à tous les ados qui sont là combien ça a été difficile aussi votre parcours. Puis d'un seul coup, Frédéric nous ressemblait, quoi. Hein? Bon. Et voilà, quoi. Et ces invités nous ont absolument passionnés. C'était comme si on entrait dans un autre univers. C'était de l'histoire, parce que c'était en classe, m'ont-ils dit. C'était au bureau. Mais c'était autre chose. C'était pas un cours d'histoire, c'était autrement. C'était des messages, des expériences livrées aux jeunes que nous sommes, et puis des avertissements. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, hein, comme vous l'avez dit, et de partir comme ça parce qu'un tel qu'on connaît bien nous dit « Tiens, viens, j'ai tout prévu pour toi ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, il y a eu ces silences auxquels je parlais tout à l'heure, de nous tous, c'est-à-dire une écoute. Nous étions bercés, nous voyageons à travers le Vietnam de l'autre siècle, oui, 20e, hein, c'est déjà l'autre siècle. Puis ce fut le Maroc. Nous ressentions les douleurs de chaque orateur. Plus jamais nous aurons la même vision de cet étranger qui vit dans notre pays, à côté de nous. L'intégration ne sera plus pour nous. Vous savez, ces notions, quand le CJS, enfin, c'est quoi, c'est l'enseignement civique, juridique et social qu'on doit apprendre. On doit apprendre des notions. Eh bien, cette notion d'intégration, c'est plus du tout la même chose parce que ce sera du vécu. Voilà.
Alors, notre lycée, il compte plus de 1500 élèves, il y a plus de 40 nationalités différentes, chaque communauté avec sa culture, avec sa langue, avec ses religions. Et puis tout ça, ça fait ce que les Américains appellent... ah oui, voilà, enfin, c'est un anglicisme, pardon, je prends de français, un melting pot. Et donc, c'est super, parce que finalement, le travail, il fait que commencer. Et puis, grâce à nos élèves en PAO et en impression, nous aussi, on va faire une petite biographie. Et chaque élève va raconter l'histoire de ses ancêtres. Alors là, ça a fait un tsunami dans certaines familles, parce que Mohamed, il nous a dit, chez nous, au Maroc, nos parents, ils ne nous parlent pas forcément de leurs ancêtres, de leurs racines. Et ça fait la même chose dans certaines familles. Alors là, il y a eu le téléphone qui a sonné, on est allé voir à droite, à gauche, les grands frères, les grandes sœurs, et puis on s'est retourné, puis on s'est dit, oui, mais en fait, nous, on vient d'où ? Et tout le monde s'y est mis, certains ont commencé leur arbre généalogique, enfin bon, c'était formidable. Je crois que je vais m'arrêter parce qu'on est encore nombreux, et puis je peux parler jusqu'à demain. Comment ça s'est passé Ça a été une expérience, vu qu'on a souvent su par rapport au Vietnam, on a souvent su par rapport au bouquin. Qu'avoir des témoignages, ça nous apprenait plus sur le monde extérieur de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que par rapport à ce que nous on pense au bouquin, ça nous fait une expérience plus enrichissante. Tu peux passer le micro à M. Tan. Je remercie tous les élèves de là-bas, de Montreux. Et M. Tan, ça c'est M. Henry après. Donc vous pouvez vous présenter, est-ce que vous représentez chacun une association, une structure. Donc, et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, en tant que collecteur de mémoire, Frédéric Pro m'a permis de rassembler mes souvenirs anciens depuis les lointaines époques, depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque je suis né en 1935 au Vietnam. Et en tant qu'intermédiaire intergénérationnel, cela m'a permis d'apporter mes souvenirs, mes connaissances aux jeunes lycéens du lycée André Malraux à Montreux. Et je profite pour remercier aussi les responsables du lycée de m'avoir accueilli, ainsi qu'aux jeunes lycéens qui ont su m'écouter, qui ont su apprécier mes souvenirs anciens, qui leur ont permis sans doute de mieux connaître l'évolution politique, le déroulement des 3 guerres qui ont affecté le Vietnam, puisque vous savez bien que le Vietnam, après la Seconde Guerre mondiale, a eu une première guerre avec les Français, la guerre d'Indochine, qui ne s'est terminée qu'en 1954 avec le Dien Phu, et ensuite avec les Américains, qui ne s'est terminée qu'en 1975, et ainsi de suite. Voilà. Mais il n'y avait pas que l'aspect politique. Par exemple, une des questions qu'ils vous ont posées, au Vietnam de nos jours, est-ce que l'homme est toujours le maître supérieur chez lui? Il n'y avait pas que des questions politiques. Effectivement, oui, je me souviens, un des élèves m'a posé cette question, et je crois lui avoir répondu que, bien entendu, chez nous, le patriarche était le maître, mais à la maison, c'est la femme qui est la maîtresse de maison, qui gère, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, c'est elle qui a un rôle très important. Et même dans les anciens temps, nous avons eu nos héroïnes, comme Jeanne d'Arc en France, c'est Chunchak, Chunye, enfin vous voyez, les anciennes héroïnes, et que les femmes ont un rôle très important chez nous. Et d'ailleurs, ma femme vient d'établir de nouveau une association pour les femmes vietnamiennes scientifiques et en liaison avec les autres femmes du monde. Et pour la francophonie, vous œuvrez dans les mots d'or, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, c'est pas seulement depuis ma retraite, puisque je rappelle brièvement que venu en France en 1951, j'ai commencé la seconde, je ne connaissais pas un mot français. Et
après mes études, bon, je vous fais grâce des détails de ma vie depuis, mais en tout cas, après avoir enseigné l'anglais dans les différents collèges et lycées parisiens, pendant donc 6 ans de pianica et 5 ans de maître auxiliaire agrégatif, et j'ai enseigné aussi à l'université aux langues orientales, le vietnamien. J'ai atterri finalement au ministère de l'économie et des finances en 1978, après avoir passé le concours des IRA à l'époque, à la limite d'âge, puisqu'il y a la limite d'âge à l'époque, même pour l'ENA, et maintenant on a reculé. Bon, bien reçu, heureusement, premier aux finances. J'ai commencé à la direction budget, ensuite des services des pensions, et finalement, après 2 ans, j'ai intégré dans la direction de la communication, qui reste à peu près le même d'ailleurs depuis 1982. Et c'est à partir de 1984 qu'on m'a confié le secrétariat général de la commission de terminologie, en même temps que rédacteur au Note Bleu de Bercy, où j'ai informé tout le monde des informations. Les mots d'ordre, exactement. Alors donc, à travers la commission de terminologie, qui cherche à enrichir le français, et l'un des membres de la commission de terminologie économique et financière du ministère de l'économie et des finances, M. Logini, qui est président, qui a donc, dès le début, qui a donc, avec l'association pour la promotion du français des affaires, qui m'a invité à être membre de cette association, et nous avons depuis œuvré pour le français des affaires, c'est-à-dire en même temps que l'enrichissement de la langue française par la commission de terminologie, nous cherchons à rétablir le sens des termes français pour remplacer les termes anglo-saxons qui ont envahi la France, vous savez, depuis les années 70. Et chaque année, il y a les mots d'or qui les réunissent 25 à 30 pays francophones du monde entier qui viennent prendre leur prix à Bercy ou à l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Et donc, il y a entre 35 et 40 000 participants dans le monde pour les mots d'or, pour justement encourager les pays francophones à participer davantage à la culture française. Et c'est au rayonnement culturel français que je travaille, aussi bien à la Cité universitaire qu'un peu partout. Monsieur Amri aussi représente l'association des anciens travailleurs de Renault-Ile-Seguin. Et d'abord, quel a été un petit peu vos sentiments devant les élèves? Parce que là, vous avez été syndicaliste, c'est pas la même chose. Là, vous avez des élèves, c'est plus jeune. C'est pas du tout. D'abord, avant tout, bonjour à tout le monde. Merci à Frédéric Coe de me permettre de se présenter d'abord devant vous. Et je remercie aussi tout le lycée et en particulier la classe qui m'ont écouté. Et moi, j'étais vraiment ému devant eux et j'arrivais même pas à parler devant les élèves parce que c'est très difficile. C'est plus facile peut-être de parler devant les adultes que devant les étudiants. C'était un échange vraiment très bien. Moi, j'étais très satisfait. Voilà ce que je pense. Ce qui concerne notre travail qu'on fait, à part ça, c'est nous avons formé une association après l'arrêt de production de chez Renault à Billancourt. Et vous savez, tous les médias et tout parlaient des terrains, du mur, et tout le monde a oublié les hommes et les femmes qui ont fait la grandeur de Renault. Alors nous, on a formé cette association pour travailler sur la mémoire des hommes et des femmes, toutes statuts confondues, et on voulait qu'il y aura un lieu de mémoire dans ce site de l'Ile-Seguin, et c'est pour ça qu'on se bat, depuis 1998 qu'on se bat, jusqu'à aujourd'hui.
On a tas de choses qu'on a à faire. Il y a une exposition qui passe un petit peu itinérante, un petit peu dépassée un peu partout. Et avec un réalisateur, on a fait un film à l'intérieur de l'usine. Et aussi, suite à ce film-là, il y a un livre qui vient sortir. Et on se bat pour que pas tous ces hommes et femmes qui ont travaillé chez nous soient oubliés. Et voilà le travail de l'association. Mais par rapport à votre intervention, il y a certaines fois où vous avez été très ému. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est émouvant parce que c'est difficile. Franchement, c'est difficile à raconter. D'abord, on n'a pas aussi l'habitude de raconter sa vie personnelle devant les élèves. Et c'est très difficile. Je pensais à moi, j'ai pensé à tous les témoins, même dans ce lycée ou ailleurs. C'est très difficile. Mais je vous remercie. En tout cas, vous avez très bien réussi. Hein. Merci à vous et à tout le monde aussi. Les professeurs peuvent se présenter. Les professeurs lillois, c'est la deuxième année que nous... Bah ouais, c'est la deuxième année qu'on est ensemble. Ici. On est du même coin que Daliboun. Je te mets quelqu'un ici, dans Villeneuve-d'Ascq, c'est d'Achenor. Ici. Alors les Picards, où est-ce qu'il y a les Picards là? Il ne faut pas parler de ses origines. Ici d'Achenor, ici les Ch'tis. C'est un bel accent, les Ch'tis. Il ne faut pas avoir honte. Picard, c'est Picard. Bien. Je suis professeur d'histoire et géographie. Ma collègue est professeur de français, donc nous venons de Villeneuve-d'Ascq. Dernièrement connu surtout pour le Stadium, où le LOSC, donc brillante équipe de football, évolue. Nous sommes un enseignement de jeu, donc nous participons la deuxième année avec M. Pro. Nous avons voyagé la dernière en Pologne. La Pologne donc, de la Seconde Guerre mondiale et la Pologne communiste, donc avec M. Likiernik, qui nous a raconté l'insurrection de Varsovie, la résistance polonaise, la résistance donc, de l'armée d'intérieur. Monsieur Michalczyk qui nous avait raconté donc, son périple dans les camps de concentration allemands, Madame Nowakowska, sa jeunesse dans la Pologne communiste, sa vie d'enseignante et donc l'épopée de Solidarność. Cette année, nous avons voyagé en Afrique avec M. Samat, donc ouvrier marocain, mineur, donc moi-même d'origine polonaise, mon père, mes grands-parents ayant travaillé dans les mines. Donc je me sens donc, de la famille, un Français sur 5 est d'origine étrangère, il ne faut pas l'oublier. Donc nous travaillons sur l'immigration depuis plusieurs années dans le lycée. Nous participons à un projet européen avec des établissements portugais, italiens et espagnols. Et l'un de nos thèmes de réflexion est justement l'immigration, les migrations. Et nos élèves, comme donc, le lycée de la banlieue parisienne, nous avons plus de 40 nationalités dans notre établissement. Donc le problème de l'identité française est un problème, l'identité européenne un autre, mais les origines est quelque chose donc, qui est très important. Et moi, en tant que professeur de l'histoire-géographie, surtout en première, donc j'insiste beaucoup pour remettre donc l'immigrant dans notre histoire. Surtout dans le Nord, nous sommes une terre où nous avons eu de nombreuses migrations. Les premiers immigrants sont les Belges, les Flamands. Avant la guerre, il y a déjà des Polonais, quelques Italiens. Pendant l'entre-deux-guerres, les Polonais et les Italiens. Après la guerre, des Italiens. Commencent à venir donc, les Africains du Nord, les Portugais. Donc nous sommes une terre d'accueil, une terre où donc, nous avons beaucoup de couleurs. Et les élèves qui sont venus avec moi, justement, montrent, non pas, comme ma collègue disait, le melting pot, mais notre salad bowl, donc notre salade composée. Donc cette année, nous avons rencontré M. Samat, nous n'avons pas pu exploiter, mais enfin, à chaque venue, nous filmons nos témoins et ce sont des archives que nous réutilisons, que je réutilise dans mes cours. Et donc les témoins
ne sont pas venus pour une seule fois, mais ils sont venus pour de nombreuses fois. Et donc leur témoignage, leur passage de mémoire, donc ici de leur génération à la génération des élèves, est quelque chose donc ici de très fort au moment où on l'a vécu nous en direct, mais aussi très fort pour ceux qui n'ont pas été témoins et qui peuvent voir ces images. Donc je remercie les témoins de la dernière qui sont présents ici, M. Ligiani et Mme Nowakowska. Je regrette que M. Sabat n'ait pas pu être là. Cette année, je n'ai pas pu beaucoup exploiter les rencontres, mais l'année dernière, nous avions travaillé dans le cadre du programme du bac sur le biographique en première, et ça me paraissait tout à fait intéressant d'avoir une vision beaucoup plus intime et personnelle de la biographie, justement. Et ça avait été une expérience très intéressante. Alors en plus, cette année, nous avons eu la chance de rencontrer 2 écrivains. Donc je pense que, comme l'a dit mon collègue, nous pourrons réexploiter ces rencontres avec d'autres élèves en leur faisant écouter l'enregistrement. C'est moins bien évidemment que la rencontre directe, et j'espère que nous allons continuer à faire venir des témoins dans notre établissement. Je pense que c'est très important pour les élèves de nos établissements où les origines sont effectivement très variées, et c'est une des richesses du lycée de Villeneuve-d'Ascq, et de leur faire découvrir justement que c'est une richesse, parce que ils ne sont pas toujours très au courant en fait des générations qui les ont précédées, des difficultés que ces générations ont rencontrées. Et donc je pense que c'est tout à fait essentiel qu'ils se replongent un peu dans leurs racines et qu'ils acceptent à la fois la culture de leurs racines et qu'ils sachent aussi, bien sûr, apprendre à connaître la culture française. Et à mon avis, de toute façon, aujourd'hui, c'est ce mélange qui enrichit notre culture française. Et nous, en tant que professeurs de français, ben, on se doit de représenter aussi ce mélange qui est essentiel aujourd'hui. Bonjour, moi je voulais juste dire que si on était là aujourd'hui, c'est parce qu'on se sentait super concernés par ce projet, notamment qu'on a rencontré M. Samat, qui est un ancien mineur marocain, et messieurs les écrivains et poètes djiboutiens et nigériens, Cheikh Mouata et M. Dembe. Et donc, comme présente Gwenaëlle, qui est française d'origine franco-algérienne, Salomé, qui est française d'origine congolaise et camerounaise, Kaola, qui est d'origine algérienne, et moi-même qui suis d'origine algérienne et ivoirienne. Donc on se sentait super concernés par ce projet parce que nous sommes originaires de pays francophones. Et ça nous a fait super plaisir de connaître, d'apprendre, d'entendre des témoignages de témoins dont on ne connaissait pas forcément les histoires. Donc Monsieur Samat vivait au Maroc, au sud du Maroc, dans un village près d'Agadir. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France avait besoin de se reconstruire. Donc il fallait des travailleurs, vite et bon marché. Donc pour faire face à ces besoins, des recruteurs français sont partis les chercher. Il faut oublier qu'ils sont partis les chercher quand même. Ils sont partis les chercher. Donc voilà, ils passaient une visite médicale et s'ils étaient aptes à travailler, on les envoyait en France. C'est le cas pour M. Samat, qui s'est retrouvé en France à l'âge de 17-18 ans. Et il est arrivé au port de Marseille et il est remonté juste dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, voilà, pour travailler. Arrivé dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, il a été logé dans des baraquements avec d'autres Marocains, venus aussi pour travailler dans les mines. Leurs conditions de vie étaient minimales et juste de quoi dormir et pour manger, quoi. Et pour travailler dans les mines, leur travail était très physique, c'était difficile. Ils prenaient des risques d'attraper des maladies telles que la silicose, une maladie qui met du charbon sur les poumons et qui diminue la capacité respiratoire. Et une fois qu'ils attrapaient ce genre de maladie ou
avaient des incapacités physiques, leur contrat se terminait ou n'était pas renouvelé. Et M. Samat, aujourd'hui, il est toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, il vit avec 3 enfants ayant fait des études et avec sa femme. Pour conclure, ces rencontres elles nous ont permis d'avoir un enrichissement personnel parce que certaines personnes qui étaient présentes ne connaissaient quasiment pas ou pas du tout la culture des mineurs marocains. Ça nous a aussi permis de pouvoir réfléchir à propos du sujet de l'immigration parce qu'il faut tout de même se rappeler que oui, par exemple, M. Samat a voulu venir en France, mais ce sont tout de même des recruteurs qui ont été le chercher, donc il faut penser à ça aussi. Et aussi, on voulait remercier M. Pro, M. Samat et les 2 écrivains qu'on a rencontrés. Donc, voilà. Oui, M. Samat est le président de l'association des anciens mineurs marocains du Nord. Voilà, moi je suis très contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on travaille aussi en partenariat avec la Cité de l'Immigration, qui est là. Qui est là. Nous, on est juste là, on est juste des passeurs. Et, comme on disait, c'est-à-dire que nous, on s'est borné effectivement à renvoyer l'information de Frédéric à tous les établissements. Et ensuite, ce sont les enseignants qui s'en sont emparés. Et ensuite, les élèves derrière eux s'en sont emparés également. Dans l'Académie de Créteil, on a fait un partenariat sur cette thématique. J'en parle parce que c'est la thématique. C'est effectivement qu'on parle de l'histoire de l'immigration dans toutes les matières et vraiment à tous les élèves. C'est-à-dire que ça ne doit pas concerner certaines classes et pas d'autres. Ça, c'est très important. Il y a souvent des dérives là-dessus. Donc ça, c'est important. Cette histoire-là, c'est notre histoire à tous. Et on doit l'intégrer dans les programmes. Pour l'instant, c'est plus facile de l'intégrer sous la forme de projets extérieurs, pluridisciplinaires, certes, mais le but, c'est qu'à terme, ça rentre dans le programme. Ça l'est déjà en partie, mais c'est pas souvent fait parce que parfois, il manque de formation, il y a plusieurs problèmes, mais le sens, on doit aller dans ce sens-là, à notre avis. C'est pour ça que nous, on soutient ça à la DAC. Alors, la DARIC, c'est aussi quelque chose qui soutiennent aussi. Moi, je suis Claire Guzan, je suis professeure de lettres modernes à Montgeron, d'un énorme lycée de plus de 2000 élèves. Je suis venue seule, mais j'espère un peu porter la parole de mes élèves qui ont été très passionnés par cette expérience avec Frédéric Pro. Alors, je raconte brièvement, l'expérience s'est faite dans une classe de seconde indifférenciée, mais d'initiation aux sciences de l'ingénieur, ISI, donc une classe qui est assez peu, qui a un vécu assez négatif par rapport à ma discipline, aux Français. Ils sont, en général, ils arrivent au premier trimestre avec un sentiment d'échec et de rancœur bien souvent, et en même temps un espoir que ça se passe mieux, et je crois que Frédéric a vraiment contribué à introduire un autre rapport avec la parole, avec le récit, avec l'écriture même. Et donc il y a eu plusieurs séances. Il est venu d'abord, comme dans les autres classes je pense, parler de lui-même, de sa biographie, de son autobiographie, et puis des raisons qui faisaient qu'il s'engageait dans ce projet. Et les élèves ont tout de suite été très pris par son témoignage, par sa sincérité, et par le fait qu'il a commencé par dire d'où il parlait finalement et pourquoi il faisait ça. Et ça les a énormément mobilisés. Après, nous avons eu l'intervention d'un écrivain haïtien, Gary Victor, qui a été aussi un moment très important dans ce parcours. Puis, nos 2 intervenants, nos 2 témoins, d'abord Bintou Baradji, qui n'est pas là malheureusement, qui est malienne née au Sénégal. Oui. Oui, mais elle dit aussi malienne née au Sénégal. Ou sénégalaise d'origine malienne. Voilà. Alors, qui a fait un récit tout à fait dense et passionnant, qui a beaucoup marqué les élèves aussi, notamment parce qu'il y a une espèce à la fois de souffrance et de souvenir lumineux de son existence. Je voulais citer une phrase que les élèves ont écrite
j'ai remarqué, disait un élève, qu'elle avait une grande facilité à raconter des choses pas forcément faciles et que tout de même elle en garde un bon souvenir. Alors ça, c'est une des choses, quand on a remémoré tout ça, qui a été important. C'est l'idée que même quelque chose qui a été très difficile à vivre, finalement, le fait de le raconter modifie le rapport à ce passé-là. Et c'est d'ailleurs ce que nous avait dit Frédéric dans la première étape de notre parcours, à savoir que se raconter, ça permet de se comprendre mieux, finalement. Et puis après, alors, Bintou a aussi beaucoup parlé de son parcours en France, de son arrivée en France, de son premier contact avec la moutarde, de ses 8 enfants, et du fait que sa première fille, elle l'a eue quand elle avait 15 ans, et ça a beaucoup frappé les élèves. Une élève lui a demandé « Mais est-ce que vous étiez heureuse de ça ?» Et elle a répondu « Oui ». Bon, tout ça a été très, très important. Et puis après, il y a eu M. El Tamadouche qui est là, et qui est donc venu parler, lui, de son parcours depuis l'Algérie jusqu'à Renault, qui nous a permis aussi d'aborder beaucoup de thèmes variés, son enfance, la guerre d'Algérie. À mon avis, un des thèmes sur lesquels il faudrait encore prolonger le dialogue et la réflexion, parce que ça a beaucoup, beaucoup frappé les élèves, ça a suscité énormément d'interrogations. Je terminerai peut-être en disant que tout ça leur a donné finalement, à plusieurs d'entre eux, en tout cas, l'envie d'aller plus loin. Et l'une de nos élèves, j'ai oublié de dire que cette classe de 35 élèves comporte à peu près un quart d'élèves qui ont une double culture, finalement, qui parlent chez eux l'arabe, le berbère, le comorien, l'italien, le portugais, qui donc ont une expérience de la double culture, mais qui n'est pas forcément toujours consciente et formulée. Et une de nos élèves a dit « Mais finalement, ces rencontres m'ont donné une idée, c'est d'aller interroger ma grand-mère, dont je pense qu'elle a tout un récit à raconter, et je vais l'aider à le faire. » Voilà. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je remercie Frédéric, ainsi que le professeur du lycée de Montgeron, dans laquelle on a été longuement écouté par les élèves de ce lycée-là. Donc, je pense que cette initiative est très très intéressante. Ce n'est pas simplement pour essayer un petit peu de transmettre simplement notre époque, à l'époque d'après, c'est-à-dire nos progénitures, mais aussi c'est l'enrichissement de la francophonie, notamment la France et l'Afrique du Nord. Je crois que c'est tout un contexte qu'il ne faut pas essayer de négliger. Pour les jeunes aujourd'hui, ils ne connaissent pas, ils sont récemment nés, donc ils ne connaissent pas notre époque, ce que nous avons vécu, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi en France. Et c'est vrai, c'était une galère. Je crois que tout à l'heure, un élève, il a dit, oui, les Marocains sont venus en France parce que les premiers, c'était les mines, effectivement. C'était les mines. Je ne pense pas s'ils ont déjà passé la visite médicale pour pouvoir travailler dans les mines de charbon. Je ne vais pas essayer un petit peu de raconter toutes les misères que nous avons vécues en tant qu'immigrés, parce qu'il faut quand même... Moi, j'aurais bien voulu que les gens sachent, il faudrait qu'ils fouinent un petit peu notre passé. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles, non seulement en Algérie, pendant la guerre, mais ici en France. Parce qu'il faut quand même le dire, un immigré, c'est un immigré. C'est un homme un peu de seconde zone. Voilà. Alors moi, j'ai ouï dire un petit peu, écouter un petit peu, quand on parle de l'immigration, je veux dire de l'intégration. Si réellement on veut vraiment que l'immigration s'intègre, il faut qu'il nous accepte.
Ce n'est pas les immigrés qui ne veulent pas s'intégrer. C'est certains qui ne veulent pas qu'on s'intègre. C'est comme l'histoire aussi du vote. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France, et ben, je n'ai pas le droit de voter. Ah, les uns, ils disent, oui, il faudra que les immigrés votent, et les autres, ils disent, oh non, non, il faut trouver un système, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ben, ça, je laisse le soin un petit peu aux politiques pour essayer un petit peu de faire leur démagogie. C'est au travers de notre association, l'association Atrice, qui est née, je crois qu'Henri, en tant que président de l'association, a évoqué tout à l'heure donc son existence. C'est une existence un peu, si vous voulez, c'est grâce un peu à pas mal de gens qui nous donnent un coup de main. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas d'adresse. Nous souhaitons essayer de la développer, que les gens la connaissent. Parce que nous avons quand même vécu chez Renault des moments très très difficiles. Par rapport à votre témoignage, il y a plusieurs fois où vous avez été déstabilisé dans les questions des élèves. Quelle sorte de... Rien que la question, est-ce que l'Algérie appartient aussi aux pieds noirs? Ah, bah écoutez, moi je crois que l'Algérie est ouverte à tout le monde. Oui, mais les élèves donnent vraiment toutes l'Algérie est ouverte à tout le monde, l'Algérie. Moi, c'est ce que je pense. Moi, ça n'engage que moi que l'Algérie est ouverte à tout le monde. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'était pour exprimer un petit peu la sincérité et la spontanéité des questions. Il y avait vraiment ça. J'ai vraiment retrouvé ça dans les élèves de seconde et comme partout. Mais certaines fois, vous étiez obligé de prendre 30 secondes ou un peu plus de silence pour pouvoir répondre. Et c'est ça, cette réflexion qui était aussi intéressante, c'est ce temps de blanc. C'est cette non-réponse et il voit qu'on réfléchit. Il voit que c'est pas évident de parler, c'est pas évident de répondre à toutes ces questions qui sont fondamentales. Vous voulez que je réponde carrément? Non, vous avez répondu de toute façon. Ah oui, mais ça c'est l'histoire, ça. Moi j'ai dit que l'Algérie est ouverte à tout le monde. Vous comprenez? Mais par contre, il y a ce qu'on appelle, il y a eu la guerre d'Algérie, d'ailleurs. La guerre d'Algérie, avant, elle n'était pas considérée comme guerre. Voilà. On disait que l'insurrection du peuple algérien, c'est tout, mais elle n'était pas considérée comme guerre. Moi, personnellement, moi j'ai vécu la guerre d'Algérie. Et je sais que les souffrances, je sais que ce qui s'est passé en Algérie. Alors, qu'on dise que l'Algérie, ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas une guerre, alors bon, je vois les dégâts. Je voulais juste dire qu'effectivement, sur ces questions posées par les élèves, je trouve que le parcours de cette année nous a fait énormément avancer. Parce que finalement, dans le rapport prof-élève, c'est souvent des réponses qu'on demande aux élèves, beaucoup plus que des questions, et on ne leur apprend pas beaucoup à questionner. Pourtant, c'est tellement important. Et moi, j'ai trouvé les questions qui vous ont été posées souvent vraiment tout à fait remarquables. Et parfois, j'ai été surprise de voir comment les élèves savaient que finalement, ce n'était pas nécessaire de questionner. Par exemple, il y a eu, par rapport à Bintou, cette phrase qui était en forme de question et qui disait « Votre père est mort et vous étiez loin ». Et ça, c'était une question. C'était pas... Et effectivement, ça a amené à une parole. Et vous disiez tout à l'heure que... enfin, vous parliez de l'intégration et de la nécessaire reconnaissance des immigrés. Et je crois que ce qui est effectivement capital, c'est que nous entendions ce que vous avez à dire. Et là aussi, je voudrais citer une phrase d'un élève qui dit, dans une lettre qu'il vous a écrite, que je vais vous passer tout à l'heure, moi aussi je suis algérien. Au départ, je ne voulais pas vous écouter, mais je l'ai fait par respect et surtout parce que je pensais tout savoir sur l'Algérie. Mais je me trompe. Ce que vous avez dit de touchant non plus. Voilà. Et je crois que ça, c'est une très belle phrase, surtout venant d'un élève qui est, pourrait-on dire, assez révolté par rapport à beaucoup de choses. Et là, il a changé. Franchement, il a changé depuis que vous êtes venu. Moi, je crois que j'ai répondu à
toutes les questions posées par les élèves, sans exception. Ils m'ont même posé des questions un peu intimes, si vous voulez, j'ai répondu. Alors, je n'ai pas caché quoi que ce soit. On m'a posé des questions, j'ai répondu, mais ça n'engage que moi. Parce que je sais qu'il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu des machins, c'est pas moi, des événements vraiment beaucoup tragiques, des événements tragiques. Alors maintenant, que quelqu'un me dise est-ce que je peux venir en Algérie, je me dis mais tu sois le bienvenu. Monsieur Sow pour le Sénégal, Monsieur Dean pour le Vietnam. Mais à Angers, il y avait aussi un partenaire qui était la mairie. Donc j'ai donné d'abord la parole à Mohamed qui représente la mairie, le CCAS d'Angers. Et pourquoi cette opération vous intéressait en tant que mairie? Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mohamed Atmani, je représente le Centre communal d'action sociale d'Angers, plus particulièrement le service animation et vie sociale qui porte une démarche depuis 1998, une démarche intergénérationnelle qui s'appelle Mixage et qui donne lieu chaque année, c'était le cas il y a quelques jours, du 17 au 24 mai, à un festival qui s'appelle le Festival des âges et des cultures. Et c'est tout naturellement effectivement qu'on a répondu favorablement à ce projet il y a 2 ans, en proposant à Frédéric Pro effectivement de rentrer en contact avec un lycée professionnel, le lycée Jean Moulin, qui est un lycée technique, et nous avons effectivement accompagné localement cette initiative qui rentre dans cette démarche de rencontre des âges, mais aussi des cultures, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de venir de pays différents pour s'apercevoir qu'entre des jeunes et des moins jeunes, il y a des regards différents, des cultures différentes. Mais cette rencontre est encore plus riche quand effectivement des Vietnamiens, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens se rencontrent et parlent effectivement de ce passé. Monsieur Dean, vous m'avez téléphoné avant l'entretien en me disant qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, apparemment, d'enfants de migrants dans la classe et que vous auriez aimé qu'il y ait plus de diversité culturelle. Exact. Avant l'entretien et après l'entretien, qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai endormis. Vous ne les avez pas endormis, non? Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Picard de Picardie. C'est une boutade. Parce qu'au cours d'une réunion, des agriculteurs de Picardie, il y avait une coopérative, l'Avenir Rural, et une autre coopérative, la Prospérité Fermière. Ils ont représentant des milliers d'agriculteurs dans la région du Nord. Et moi, je venais pour représenter une société qui commençait à diffuser l'agriculture biologique. Et comme en ce moment, les années 80, il y avait des difficultés en agriculture, et les agriculteurs cherchaient une autre voie de sortie, et j'étais là. Et quand le président qui a demandé l'originaire de chacun des participants, je lui ai dit, je suis Picard de Picardie. Mais c'est une question qui suit une autre question. Moi, je trouve que quand on a rempli les conditions d'être français, on doit être accepté comme français, et une fois qu'on est français, point final, on est français. Bon, après ça, suivant les affinités, suivant les cultures, on peut se regrouper derrière, mais c'est une autre histoire. Comment s'est passé devant les élèves? Vous les avez pas endormis, hein? Vous les avez très intéressés. Et comment vous avez vécu ça?
Au début, je n'y croyais pas beaucoup. Puis, au fur et à mesure que ça passe, je me suis pris au jeu. Puis, avec un dimanche dernier, quand j'ai vu le prix qui est attribué aux indigènes, je pense que c'est une question très actuelle. On se rend compte, en s'écoutant les uns et les autres, qu'il y a une réelle magie dans cette rencontre. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, des élèves perturbants qui, du coup, sont silencieux, qui parfois se transforment. Enfin, il y a quelque chose de magique. Et je dis rien que pour ça, cette rencontre est vraiment magnifique. Entre des migrants, des élèves. Je tiens à préciser que l'immigration, ça ne date pas de l'après-guerre, il y en a eu besoin avant. Monsieur Tin l'évoquait subtilement avec le film Indigène. La Première et Seconde Guerre mondiale, on a fait appel à des migrants. C'était les colonies avant, mais elle date de plus loin que ça, et ça mérite effectivement qu'on revienne un peu sur cette histoire un peu oubliée. En tout cas, merci Monsieur Lin de votre venue ici. Quand on parle de francophone, parce que nous avons un passé commun, et c'est quelque chose de très pratique. Mais pour les jeunes qui nous écoutent, là, les écrits scientifiques maintenant ne sont pas lus si ce n'est pas écrit en anglais. Alors, donc, messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, vous savez, vous avez beaucoup à faire pour redonner un autre élan pour la langue française, mais surtout pour ceux qui pratiquent, que ce soit dans n'importe quel domaine, de la coopération internationale, de domaine scientifique et tout ça, il faut redonner un autre élan pour la langue française. Voilà. Donc, je laisse parler la professeure. J'ai l'impression que nous sommes un peu les cadets de l'opération. Donc nous venons du collège Lucie Aubrac à Vitaneuse en Seine-Saint-Denis et nous avons mené ce projet en fait avec des élèves de 4e dans le cadre d'un itinéraire de découverte consacré à l'histoire de l'immigration. Itinéraire de découverte que j'ai mené en fait avec un collègue d'histoire-géographie qui n'a pas pu venir aujourd'hui. En fait, ça faisait un petit bout de temps que nous avions envie d'effectuer un travail sur l'histoire et la mémoire de l'immigration, étant donné qu'une bonne partie de nos élèves est issue d'immigration. Et je ne savais pas très bien comment mener cela. Et en juin dernier, j'ai eu connaissance du projet Sans témoin, sans école de Monsieur Pro. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, nous nous sommes rencontrés début septembre. Et le projet s'est très rapidement mis en place. Donc nous avons eu le témoignage de M. Aklama, qui est d'origine togolaise, qui appartient à la génération des grands-parents de nos élèves. Et je trouvais ça très intéressant parce que depuis que j'enseigne en fait, à Vitaneuse, je me suis rendu compte que nos élèves connaissaient très mal l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc de faire venir un témoin qui appartenait à la génération de leurs aînés, j'ai pensé que ça pouvait être une bonne occasion d'échange, et puis également l'occasion d'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter l'autre, à rencontrer l'autre, et pourquoi pas, dans un second temps, apprendre également à interroger sa propre histoire. L'opération s'est passée en 2 temps. Premier temps, Frédéric Proulx est venu se présenter, raconter, faire le récit de sa propre vie, ce qui était aussi, qui était très pédagogique d'ailleurs, puisque ça a permis aux élèves en fait d'apprendre à savoir comment poser des questions, comment mener un entretien avec un témoin, à essayer de dresser les grandes étapes d'un récit de vie. Et puis, dans un second temps, donc, nous avons préparé la venue de M. Aklama. Les élèves ont fait des recherches sur le Togo, sur l'histoire récente, la situation économique, politique, etc. Donc, M. Aklama est venu à 2 reprises, donc 2 séances de 2 heures. Séances que les élèves avaient préparées avec des questions très ciblées. Et séances pendant lesquelles ils ont
appris à prendre des notes également, et puis à l'issue desquelles ils ont écrit des comptes rendus, des petites synthèses, etc. Alors voilà, et les élèves ont évidemment écrit des lettres. Il s'agissait uniquement d'élèves volontaires pour ce projet-là. Et je vais donc maintenant leur laisser la parole pour savoir un petit peu ce qu'ils ont retenu. Clélia, par exemple. Bonjour. Je pense que nous avons bien aimé l'idée de m'ouvrir avec M. Alcamon, parce qu'on a découvert une personne, sa vie. On a appris des choses sur le Togo grâce à M. Akama et nous avons appris de sa vie. Il m'a fait rappeler des souvenirs parce que je suis migrée aussi. J'espère qu'ils auront appris à se poser des questions et qu'ils pourront aussi voir leurs grands-parents sous un jour différent. Donc le projet a été réalisé avec une classe de terminale bac professionnel commerce dans le cadre des PPCP, projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, avec 3 enseignants, donc Monsieur Minck, professeur de mathématiques, Madame Camus, professeur d'anglais, et moi-même, professeur de vente. Alors en fait, au départ, nous avions commencé en année de première un projet sur la question de la mémoire et l'identité. Ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye de travailler sur les thématiques identitaires et sur les questions des discriminations. Donc là, l'idée, c'était, on a fait travailler à la première année les élèves sur l'arbre généalogique, la question des prénoms, la question des noms, sur le parcours individuel de chacun, faire en sorte que l'histoire, le petit H, traverse l'histoire au grand H, c'est-à-dire à travers l'arbre généalogique. On a fait construire les arbres généalogiques des élèves, et puis repérer dans cette histoire, à un moment donné, quand est-ce que ça croise l'histoire au grand H, et faire des exposés. Alors, c'est vrai que quand on a abordé la question des arbres généalogiques, ça a été assez difficile. Pour certains élèves, on s'est rendu compte que c'était une matière qui n'était pas facile à traiter, parce que ça soulève des difficultés pour certains, notamment des jeunes qui n'ont pas de parents, des jeunes qui sont en France seuls, sans papier, etc. Et c'est très très difficile en fait à utiliser, alors on essaiera de continuer. Et donc dans ce cadre, on avait initié un projet autour d'un film, et c'est pour ça qu'on a vu le projet de Monsieur Pro, qui nous a évidemment intéressés, puisque ça rentrait de plein fouet dans la question de la mémoire, avec des témoins, et justement pouvoir montrer aux jeunes comment l'histoire, et notamment l'histoire des migrations, pouvait être porteuse aussi pour eux, pour s'interroger sur leurs propres histoires. Alors on a fait ce projet donc, avec Monsieur Pro sur l'année de terminale. Malheureusement, ça a été un peu difficile, un peu mouvementé, puisque nous avons un bac qui s'est réformé avec énormément d'entreprises. Donc nos élèves sont partis au mois de novembre pour travailler. On avait rédigé nos scénarios, parce qu'on a fait des scénarios. Les élèves avaient donc ont réalisé des lettres pour Monsieur Duc. On avait commencé à faire les scénarios pour faire un film, puisque chaque élève devait faire un film sur la question de la mémoire. Qu'est-ce que c'était pour eux la mémoire? Bon, on a rédigé les scénarios, on n'a pas réussi à aller au bout du projet, malheureusement. Par contre, sur les témoignages, là où ça a été intéressant, c'est que à chaque fois que Monsieur Pro venait, je lui disais j'espère que les élèves ne seront pas trop énervés, j'espère que ça ira, j'espère qu'ils vont bien se tenir. Et puis, oui, hein, ils se sont bien tenus, hein, c'était très bien. Donc, ils ont fait un petit mot qu'ils ont rédigé ensemble au niveau des idées, et c'est les élèves qui ont rédigé. Il est l'un de ces hommes que l'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie, un homme ordinaire qui a vécu une histoire extraordinaire. Monsieur Duc. Pour prolonger le travail sur la mémoire que nous avions effectué dans le cadre du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, dont c'était le thème principal, nous avions, mes camarades et moi-même, travaillé sur la réalisation d'un arbre généalogique. Sur l'origine de nos prénoms, nous avions aussi ramené un objet qui, pour nous, était porteur de mémoire familiale et personnelle. Nos professeurs nous avaient annoncé cet après-midi, nous allons avoir la visite d'un témoin, M. Duc, qui viendra nous raconter son parcours de vie dans son pays d'origine, le Vietnam.
mais aussi en France, il est accompagné de Monsieur Pro, autobiographe. Lors de 2 entretiens de 2 heures, ce témoin nous a raconté son histoire. L'histoire d'un homme, d'un témoin du passé qui a connu et vécu la guerre du Vietnam, de son pays, comme il le dit lui-même, c'est notre guerre, pas celle des Américains. Il a dû fuir son pays pour venir en France en étant obligé de laisser sa femme et ses 4 enfants. Éloigné de sa famille, arrivé en France, il multiplie les petits emplois. Malgré ce qu'il a vu ou vécu là où d'autres auraient abandonné, il a décidé de se battre et d'atteindre l'excellence. C'est un homme qui a su s'intégrer et s'adapter à un pays. Lorsque sa femme et ses enfants sont venus le rejoindre 2 ans après, il a su trouver une situation professionnelle à sa femme. Et avec beaucoup de sacrifices, il a donné à ses enfants une éducation et un parcours de perfection. Monsieur Duc est porteur de mémoire, car il est le témoin du passé de choses qui se sont déroulées, des événements dont nous avons entendu parler, mais que nous n'avons pas connus ou vécus. Il est là pour transmettre aux générations futures ce qu'il a connu et vécu. D'une part, Monsieur Duc m'a apporté les éléments de l'histoire. D'autre part, cet homme m'a enseigné que connaître son passé, c'est se permettre de savoir qui l'on est, et nos valeurs et nos limites, et cela permet aussi de construire le futur. C'est la leçon à tirer du croisement de l'histoire individuelle et de l'histoire avec un grand H. Je crois que les élèves ont été particulièrement impressionnés par le parcours de Monsieur Duc, c'est-à-dire cet homme qui est arrivé en France avec rien et qui, dans sa famille comme dans son métier, a atteint un niveau d'excellence, et en fait de dire que c'est possible. En fait. Ils ont vraiment été impressionnés par ça et tous les sacrifices qu'il a dû faire en fait. Ils ont été très touchés par son histoire. Monsieur Duc était capitaine au long cours. C'est un parcours exceptionnel pour être capitaine au long cours. Il y a une question qui n'a pas été facile pour lui, que vous avez posée à la fin du 2e entretien, c'est qu'il faisait les parcours Afrique-Europe. Quand vous lui avez demandé par rapport aux clandestins qu'il avait dans la cale, il a répondu en professionnel. Il a répondu, nous devions les remettre aux autorités. Mais pendant 10 minutes, lui demander ça, je vous assure, c'est pas facile, mais vous a répondu. Et moi, je suis content de sa réponse. Il a dit, oui, je sais ce que c'est que d'être clandestin. Oui, je l'ai été en arrivant, mais dans un bateau, c'est un univers particulier. Vous avez décrit les règles, ces règles de vie, ces règles aussi de vie professionnelle, et comment, en tant qu'humain, il peut réagir. C'était pas facile pour lui. Je suis content que vous ayez posé cette question et qu'il vous ait répondu. Mais ça a suscité longtemps du débat après. C'est-à-dire qu'ils ont encore eu du mal à comprendre qu'il y avait effectivement cette profession et ce lien qu'il avait aussi avec les autres qui arrivaient en clandestin, etc. Et c'était assez difficile pour les élèves de comprendre. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je suis Catherine Duiziou, je suis chargée de mission réseau à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc, brièvement, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, c'est une nouvelle institution culturelle qui ouvre dans environ 1 an à Paris, au Palais de la Porte Dorée, donc près de Vincennes. Ça regroupe à la fois un musée qui va retracer 2 siècles d'immigration en France, donc environ depuis les années 1820 jusqu'à nos jours, et qui va parler de toutes les immigrations et de toutes les provenances. Nous menons aussi une politique de réseau, c'est-à-dire que nous essayons de travailler avec les associations qui travaillent depuis de nombreuses années sur la question et nous essayons de mettre en valeur ce que ces associations font au jour le jour avec les moyens qu'elles ont parce qu'on sait que c'est difficile. Et c'est pour ça que votre action nous intéresse parce qu'on pense que la mémoire c'est important, que la reconnaissance de la mémoire aujourd'hui dans notre société ça devient essentiel, non seulement pour les gens qui sont issus de migration, mais aussi pour les gens qui ne sont pas issus de migration, pour comprendre que la France c'est la diversité et qu'on est tous dans le même moule, dans le même bol de salade comme on disait tout à l'heure. Et la mémoire c'est important, l'histoire c'est important parce que la mémoire c'est souvent individuel, c'est souvent subjectif, l'histoire ça permet aussi de cadrer les choses et donc voilà, donc on travaille à la fois sur la mémoire et sur l'histoire et effectivement on parlait tout à l'heure de la cérémonie de clôture de Cannes et effectivement je pense que c'est une thématique qui est extrêmement importante de nos jours et c'est Samy Bouadjila qui en recevant le prix d'interprétation pour le film Indigène a dit que voilà, on est arrivé à un moment où pour les deuxièmes, comme on les appelle, les deuxièmes et les troisièmes générations,
Il était temps de parler d'histoire, il était temps de parler de mémoire, donc voilà, on y est aujourd'hui. Nous, on espère qu'on va faire un beau musée, qu'on va faire un musée proche des gens, qui sera à la fois un musée d'histoire, mais aussi un musée de mémoire. Donc on vous attend dans un an, en espérant que tout sera prêt pour l'ouverture. Voilà. Et on travaille sur 2 axes. Les enseignants élaborent des séquences pédagogiques pilotes, en gros, sur l'histoire de l'immigration. Et de manière à donner des exemples concrets aux enseignants qui veulent se saisir de cette thématique, ensuite avec leurs élèves. Donc ça, c'est un premier travail. Il y a un deuxième groupe d'enseignants qui est plus, non pas sur les séquences pédagogiques, mais plutôt comme vous avez travaillé vous cette année, c'est-à-dire en interdisciplinarité et en partenariat avec des associations, des artistes, là, un écrivain. Et donc voilà, il y a un deuxième groupe qui réfléchit à comment travailler sur ces thématiques à plusieurs, sur projet, dans nos académies. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Il y a aussi après le comité de lecture, parce qu'évidemment, c'est intéressant de travailler en amont à partir d'ouvrages de littérature, en règle générale, la littérature de jeunesse aussi en particulier. Donc il y a aussi un comité de lecture, alors avec des pistes pédagogiques qui accompagneront chaque ouvrage qui sera sélectionné par la Cité et le groupe de profs, de manière à pouvoir aider les enseignants, tout simplement. Non, la Cité et le partenariat avec l'Académie Créteil, mais aussi Paris et Versailles, et puis tout le monde, c'est aider au maximum, enfin baliser le chemin pour travailler sur cette thématique, parce qu'il y a peut-être plein d'enseignants qui aimeraient se lancer dans des projets de ce type et qui ne savent pas trop comment commencer. Donc là, le but, c'est d'aider justement les enseignants à travailler là-dessus. Donc, je passe la... Donc, bonjour. Alors, moi, je suis enseignante au lycée Sugère à Saint-Denis et donc je représente une terminale Bac Pro qui, malheureusement, n'a pas pu être là cet après-midi étant donné qu'ils passent des épreuves anticipées en langue. Donc, on leur souhaite à tous bonne chance, hein, tout simplement. Et moi, en tant que professeur de français, donc j'ai travaillé sur le genre de l'autobiographie, hein, ça c'est assez classique. Et en histoire, on s'est plus axé sur la guerre d'Algérie, puisqu'on a eu donc la chance d'avoir M. Benaoui qui était un témoin privilégié hein, sur ce thème-là. Et les élèves, certains ont choisi de développer plus la question des harkis, donc on a articulé tout ça autour des questions d'actualité. En ce moment, nous sommes en train de réaliser donc, un fascicule sur la guerre d'Algérie, sur le témoignage de M. Benaoui et sur son interview à propos de la question des harkis. Bon, il vous en parlera plus précisément. Et dans un deuxième temps, on a voulu aussi ouvrir un petit peu plus le lycée sur le quartier, donc travailler davantage le lien social. Et ça tombait bien puisque M. Benaoui fait aussi partie d'une association qui travaille sur le quartier des Francs-Moisins, là où se trouve le lycée Sugère. Alors moi, ce que j'aimerais dire surtout pour résumer un petit peu les impressions de nos élèves, ils ont trouvé ça pas facile du tout de venir témoigner, hein, de raconter sa vie devant un public qu'on ne connaît pas. Ils ont trouvé ça très courageux et en même temps, ils ont pensé que c'était quand même faire preuve d'une confiance inhabituelle à des élèves que de dévoiler un peu sa vie. Ils ont retenu aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions, hein, d'ailleurs de part et d'autre, hein, tout simplement. Beaucoup d'émotions sont passées dans les témoignages, beaucoup d'élèves ont pu, à travers ceci, se rendre compte un petit peu des parcours de leurs propres parents ou grands-parents. D'ailleurs, pour conclure, j'aimerais lire un message d'un élève, s'il écrit très mal, et qui est destiné à M. Camara, qui était notre deuxième témoin, qui venait de Mauritanie, qui a un parcours très particulier aussi, puisqu'il vit en foyer, que sa famille est restée donc en Mauritanie. Alors, ce message dit ceci, et ça résume bien, je trouve, le sentiment général de la classe. Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Grâce à votre témoignage, maintenant je pense que toutes les portes nous sont ouvertes et que l'on peut penser qu'on est libre de faire ce que l'on désire dans un avenir. Alors je crois que c'est proche, mais j'ai du mal à lire. Je tiens à vous dire aussi que votre parcours est noble et courageux. Maintenant, je prends conscience des difficultés qu'ont dû vivre mes grands-parents. Voilà, tout simplement. Je lis aussi une lettre pour Ahmed. Ça m'a ému quand vous parliez de votre famille, du décès de votre frère.
ça m'a touché. Je pense que vous êtes une bonne personne. Même du point de vue religieux, vous nous avez dit des choses... mais du point de vue religieux, vous avez dit des choses qui ne m'ont pas plu. Mais à part ça, vous êtes très courageux pour tout ce que vous avez subi et vous avez tenu bon. Je vous lève mon chapeau. Mais je trouve honteux que vous êtes croyant, vous buvez du champagne. Je respecte tout à fait votre choix. J'ai été très contente de vous écouter. Parce qu'Ahmed a dit qu'il avait une panne de Coran depuis 30 ans. Donc, il y a eu des réactions en face. Mais merci pour votre sincérité, mais je passe au niveau. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas par quoi commencer. Je parle de l'initiative de Frédéric. Moi, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Je n'en connais pas d'autres similaires. Et c'est merveilleux à plus d'un égard, à plus d'un titre, dans la mesure où ça permet à la personne qui joue le rôle de témoin de dire des choses que peut-être qui sont enfouies dans les souvenirs, dans les mémoires, dans la mémoire, et qui ne sortent pas, et que c'est une occasion de les faire sortir. Donc c'est presque une thérapie, avec une différence où on est en face d'une centaine ou de 200 psychanalystes. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant dans la mesure où il y a plein de choses qu'on ne pense pas dire, parce que c'est la vie, c'est le rythme de la vie, on vit. Et ça, c'est pour chacun de nous. Hein, à un moment donné de sa vie, bon, l'occasion s'est présentée. Notre rencontre, Frédéric et moi, quiproquo au départ, a été accidentelle. Mon interview par les élèves du lycée Sugère. Moi, j'accepte que la paternité soit à la PCV, mais la PCV a intervenu d'une façon sans faire exprès. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été mis en contact avec Frédéric Proust, j'ai pensé, d'abord de mon métier d'origine, pendant une trentaine d'années, j'étais journaliste. Donc, mon responsable m'a parlé d'interview. Moi, mon réflexe, c'est moi qui vais interviewer. Dans 30 ans, je l'ai fait. Et Frédéric arrive. Je dis, en plus, on s'est parlé au téléphone. Je l'ai fait venir le matin de bonne heure. Il arrive et puis il commence à déballer son matériel. Je dis, mais attends, qui c'est qui va intervenir? Qui interviewe qui? Bon, ça a commencé comme ça c'est l'anecdote. Et heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que j'ai personnellement une charge de travail qui est la même que mes collègues à la PCV, et ce n'est pas pour faire la brosse pour mon patron qui est là. C'est une charge de travail telle que s'il m'avait dit au téléphone dès le départ que c'était lui qui m'interviewait, je pense que j'aurais refusé parce que j'avais beaucoup de travail. Donc c'était une bonne chose, je ferme la parenthèse. Donc c'est une initiative intéressante pour la personne qui témoigne. Elle s'est avérée intéressante dans ma petite expérience par rapport au parterre d'élèves que j'avais en face de moi qui me posaient des questions, et qui me posaient des questions quelquefois embarrassantes, mais j'ai essayé de jouer le jeu pour répondre le plus sincèrement possible. Et puis bon, j'apprends aussi au fur et à mesure que le temps s'est passé, parce que ça remonte à presque une année maintenant, ou 6 mois, un peu plus de 6 mois, que les choses évoluent, les élèves en prennent plein de choses, ils en prennent un travail pédagogique, leurs professeurs aussi prennent du travail là-dessus. Donc c'est une bonne chose. Et je pense que le deuxième aspect aussi de l'initiative de Frédéric, c'est qu'il a en quelque sorte réinventé l'eau chaude. Je m'explique. Le travail de mémoire dans nos sociétés, quel que soit le pays, je suis sûr, avant l'industrialisation, avant les temps modernes, ça devait exister dans les familles, chacun. Il y avait les grands, il y avait la famille au sens large du terme, depuis les grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Donc, il y avait quand même une transmission quelque part de l'histoire de la famille, de l'histoire individuelle, de l'individu, dans le clan familial, dans le village, dans la tribu, si c'est de l'autre côté de la Méditerranée,
Méditerranée, etc. Mais c'est quelque chose peut-être qui s'est perdu, et c'est le tribut à payer à la société moderne, à la vie moderne. Et c'est pour ça que, grâce à des initiatives comme celle de Frédéric, nous réinventons de l'eau chaude et tant mieux. Et c'est de façon organisée, c'est-à-dire ce n'est plus à l'intérieur de la cellule familiale au sens strict du terme, mais c'est à l'échelle d'un lycée, à l'échelle pourquoi pas d'autres endroits où on peut se rassembler, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la sincérité. Puis, il y a la peine de Coran, les élèves vont s'en rappeler longtemps. Parce que alors, pour les élèves, j'ai senti, oui, c'est vrai, là, je pense à 2 ou 3 élèves en particulier qui avaient l'air très très choqués par mes propos sur la religion, malgré toutes les précautions que j'avais prises, précautions par honnêteté intellectuelle, de dire que, comme disait le monsieur qui m'avait précédé tout à l'heure, ça n'engage que moi. Ce que je dis, je ne dis pas il faut faire ça, mais moi je le fais. Je n'avais pas à étaler mes croyances ou pas, mais à partir du moment où une question précise m'est posée, est-ce que tu bois? Oui, je bois. Et c'est là que je me suis hasardé à faire la plaisanterie malheureuse pour ces 2-3 personnes qui m'ont mal compris. J'ai dit, pour ce qui me concerne, ça fait des années que j'ai eu ma panne de Coran. Donc, mais il y en a qui n'ont pas apprécié. Mais ce que je veux souligner, ces mêmes personnes, à la fin de l'entretien, au moment du départ, sont venues s'entretenir en aparté avec moi, mais d'une telle façon que je n'ai pas ressenti tout de suite. C'est après, en y pensant, c'était et je ne crois pas me tromper, c'était une façon pour elles, pour ces 2-3 personnes, de me dire que c'était sans rancune. Mais leurs critiques, bon, je les accepte, et puis sans rancune aussi. Et c'est l'enjeu de tous les témoins, c'est accepter ce que les jeunes renvoient. Parce qu'ils renvoient quelque chose à chaque fois. Personnellement, je l'ai perçu comme ça. Pour tous les témoins, ils renvoient quelque chose. Et j'en étais très très sensible et très honoré à la. Ok, merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yannick Lerib, je suis écrivain public, biographe comme Frédéric et je travaille avec lui depuis 1 an et demi maintenant. Donc j'ai participé au projet l'année dernière avec tous nos témoins polonais et cette année encore avec une diversité d'origines encore plus variée. Donc moi je m'occupe essentiellement du travail d'écriture, donc effectivement j'ai passé entre mes oreilles, entendu tous les témoignages. Donc moi je suis professeur à l'origine, ancien professeur, et donc je me suis investi, j'ai rencontré Frédéric sur internet, beaucoup l'ont rencontré aussi de cette manière-là. On est rentré en contact, on a beaucoup parlé, on a beaucoup partagé sur ce projet et sur tout ce qu'il contient de choses intéressantes et de choses bénéfiques pour nous sur le plan social et culturel. Et donc nous avons commencé à travailler ensemble de concert et nous essayons de former une équipe complémentaire et efficace. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Biradin, je suis la présidente de l'association. Je tiens à souligner que nous sommes plusieurs membres et ici dans la salle, Géraldine par exemple, tout le monde n'a pas pu venir malheureusement puisque c'est en semaine et je suis vraiment très très heureuse de cet après-midi qui permet de montrer le travail vraiment très important de l'association, de la même façon qu'il y avait eu une après-midi l'année dernière pour présenter le travail, de la même façon avec des témoignages. Voilà, et je remercie Frédéric Pro et Yannick pour tout ce qu'ils font justement pour faire avancer tous ces projets.